était inventive, Thierry, on a prévu une dernière séquence où on va revenir sur ton bâtiment. Il y a un petit film, et puis après, il y a des photos que tu nous commenteras. Alors, on commence par le petit film. On est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu. Donc, c'est un cadeau qui t'a été fait pour ton anniversaire, je dirais pas ton âge, où un petit drone est passé par là pour permettre de mieux comprendre le lieu. Alors, tu peux le commenter hein, si tu veux, en même temps. Oui, bah, peut-être. Micro. Oui, pardon. Vas-y, c'est bon, tu l'as. Oui, ça marche. Peut-être vous dire d'abord qu'au tout début, c'était une ferme agricole. Hein, ça appartenait, enfin, sur le mur, il est marqué Déquien. Hein, ça date de 1863, hein, le bâtiment principal de la ferme. Il y en a certains que j'ai dû détruire parce qu'il n'y avait vraiment plus rien. Ça s'est passé ensuite à une famille qui s'appelait les Renards, hein, qui était vraiment une famille d'agriculteurs dans la région, dans cette région-là. Et il y avait 60 vaches qui étaient attachées là où il y a le magasin actuellement. Et c'était une ferme de 80 hectares. Alors avec le remembrement, etc., tout ça, ça s'est un petit peu... ça a beaucoup bougé. Et puis ensuite est arrivé un terrassier. Donc un terrassier qui a effectivement pollué les sols aussi, etc. Et quand on est arrivé, il y avait des fosses avec de l'huile, de caterpillar, etc. dans les trucs, etc. Donc il a fallu d'abord tout nettoyer. Là, vous êtes dans la boulangerie, donc qui a commencé dans un autre bâtiment et qui est arrivé là. Donc voilà, ça s'est pas fait en un jour. Hein. Alors, on va le voir après avec quelques images que tu nous as confiées. Mais c'est pour dire aussi que dans certains lieux dont on a parlé, je pense là, c'est la ferme du Trichon, il y a le lieu, la Baraka qui existe. Ça n'est pas une ferme, c'est une maison. À Grande-Sainte, il n'y a pas de ferme au sens bâtiment. Ce sont des lieux de rendez-vous. Ici, c'est une ferme qui est devenue un lieu de rencontre. Oui. C'est ce que je comprends. Donc tu as pu assembler des éléments de projet, de programme, et c'est le bâtiment qui t'y a invité? Je ne sais pas par quel bout prendre. Alors, en fait, dans toutes les rencontres que j'ai pu faire, au début, quand c'était une ruine, malheureusement, on n'a pas la photo de la... Si, tu vas voir. Ah, tu l'as. Tu as tout prévu. Ah, tout prévu. Mais en tout cas, quand je me suis retrouvé devant cette ruine et que j'ai dit à ma femme, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal pour installer un projet. Elle m'a dit, oui, ça me paraît vraiment très très bien. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à aller chercher qui allait bien pouvoir m'accompagner. Ça aurait pu être le CAUO. Hein, Possiblement, oui. Voilà, tu n'as pas besoin de nous, donc c'est bien. Et donc, j'ai trouvé sur ma route un architecte qui s'appelle Lucien Kroll, que certains connaissent certainement. Et en fait, ce Lucien Kroll m'a accompagné dans toute la phase de réflexion sur comment ce projet devait être le plus vivant possible. Et j'ai envie de dire le plus adapté. Oui, voilà, ça, c'est mes enfants. Donc, on part du début. Hein, donc, la ferme récupérait d'un négoce ou de quelqu'un qui faisait de la réparation de matériel? Qui faisait du terrassement. Ah, du terrassement, pardon. Mais il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. Ok, on peut passer quelques images parce que c'est assez spectaculaire, effectivement. Donc je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, Lucien Kroll, quand il est arrivé sur cette ferme, il m'a dit mais c'est formidable quoi. On va vraiment faire un truc formidable. Donc ça m'a rassuré. Et voilà ce que c'était. Hein, mais là, on avait déjà bien nettoyé la ferme. Hein. Et donc Lucien Kroll m'a dit ce qui est important dans cette ferme, c'est lui redonner tout son côté historique. C'est de la refaire à l'identique, de lui apporter des choses nouvelles, notamment comme vous le voyez la verrière qui est au fond là, qui était une façon d'éclairer naturellement le magasin. Et puis son idée à lui, c'était que tout le monde puisse bien cheminer. Voilà les dessins qu'il faisait encore à la main, c'était assez extraordinaire. Et donc avec des toitures végétalisées, qu'on a fait d'ailleurs, hein, des toitures végétalisées. Et en fait, lui, son idée, c'était que tout le monde puisse cheminer, tout le monde soit bien en arrivant, notamment les gens qui y travaillent. On a démarré avec 2 personnes, aujourd'hui il y a 120 personnes qui travaillent sur le site. Donc en fait, ce qu'il voulait, lui, c'est faire en sorte que ce soit éclairé, que les cheminements soient faciles, que les gens qui y viennent puissent cheminer autour, ne soient pas obligés d'aller faire des courses. Voilà, à un moment donné, j'avais fait une pub en disant bien plus que des courses. Mon idée de fond, à moi, c'était pas forcément que les gens remplissent leur chariot. Il se trouve qu'ils l'ont rempli. Tant mieux pour moi. Mais mon idée de fond, c'était plutôt d'être pédagogue, de leur apporter finalement, de leur faire comprendre le lien entre l'agriculture et ce qu'ils trouvaient dans les rayons,
Et pour ça, en tant qu'ancien formateur, par exemple, je faisais des choses comme les emmener chez des agriculteurs, les faire monter dans les clients, les faire monter dans les remorques des agriculteurs et faire le tour de plaine avec eux pour leur expliquer ce que c'était qu'une terre agricole et finalement quel était le sens du produit qu'ils trouvaient dans le rayon. Et je crois que c'était ça aussi, c'est la réussite de cette affaire-là, c'est que j'ai essayé de vraiment lier l'agriculture à ce qu'ils allaient trouver dans la ferme. Et notamment avec le pain, puisque très rapidement, il y a 30 ans, j'ai créé une boulangerie biologique. Donc on a démarré avec un boulanger, aujourd'hui il y a 40 personnes, donc on vend beaucoup à la restauration collective. Hein. Malheureusement, je trouve que ça s'est un peu trop industrialisé. Moi j'aurais voulu que ça reste comme à l'origine avec des fours à bois, enfin, etc., etc. Ça s'est un petit peu industrialisé, oui, oui, il est là. Industrialisé, mais avec une belle ambition. On parlait des Alors, cantines scolaires. Dis-nous un peu, tu m'as fait visiter et puis tu m'as parlé j'ai tellement de choses à dire, je ne sais pas très bien. de qui tu fournissais, qui tu fournis aujourd'hui avec ce pain bio. Par exemple, la ville de Lille. La ville de Lille est fournie avec le pain biologique de Saveur et Saison. Pour les cantines. Pour les cantines. Pour toutes les cantines. Alors heureusement, on n'a qu'un seul point d'ancrage pour livrer. Et c'est eux qui s'occupent de la livraison sur tous les collèges, les lycées, etc. Mais vous rayonnez jusque dans le Pas-de-Calais, me disais-tu, sur ce pain. Oui, oui. Aujourd'hui, ça représente à peu près 30% de l'activité du fournil. Il faut savoir que le fournil aujourd'hui, même si on automatise de plus en plus, tous les pains sont encore façonnés à la main, en tout cas pour tout ce qui est pains qui s'en vont dans les magasins biologiques, puisqu'on a 80 clients. C'est une entreprise qui tourne jour et nuit, hein, c'est-à-dire que les boulangers fabriquent la journée, ce qui fait qu'on n'a pas de turnover, parce que des boulangeries qui fabriquent la journée, il n'y en a pas 36. Donc en fait, ils viennent, ils fabriquent le pain, ils le stockent dans des chambres de fermentation à température constante, et ensuite il y a les chauffeurs qui arrivent, donc qui travaillent la nuit pour livrer, pour ne pas avoir de bouchons. Donc on livre la nuit, et donc c'est une entreprise qui tourne en permanence. C'est incroyable que tu m'aies mis les croquis de Lucien Kroll, parce que nous, architectes, c'est quand même un révélateur quand on faisait nos études à l'école d'architecture de Lille, Oui. Quand l'Almagar se montait, où Lucien Kroll était présent avec Verbiste pour développer cette architecture qui mettait en relation, au sens vernaculaire du terme, l'habitant avec son architecture. On sait aujourd'hui les combats et les échanges politiques qui ont lieu autour de l'Almagar et de son avenir, mais ta rencontre avec Lucien, on va l'appeler comme ça, est un truc incroyable de savoir qu'à un moment donné, tu vas rencontrer les personnes qui vont être utiles et qui vont comprendre aussi le sens du projet. Ces rencontres-là, tu en as eu plein, mais tu les as provoquées. Est-ce que le lieu est un moment pour provoquer les choses et les rencontres? Ça va aussi avec cette idée de faire rencontrer des habitants avec d'autres. Je sais que tu as accueilli depuis plein d'entreprises et de jeunes entrepreneurs à qui tu es plutôt ouvert le sujet, ouvert la ferme. Donc, est-ce que le lieu, ça devient un creuset? Est-ce qu'un lieu, ça identifie quelque part une capacité à faire germer la ville autrement? Je boucle avec ton introduction. Oui, en fait, par exemple, les architectes, il y a eu Lucien Kroll, mais après, il y en a d'autres qui sont venus s'installer là. Parce qu'en fait, la bioconstruction, c'était un peu le début. Hein, donc, en fait, j'ai un architecte qui est venu s'installer, qui a vécu, enfin, qui s'appelle Jérôme Mouillet, d'ailleurs. Devenu professeur, un des premiers professeurs à l'école d'architecture sur l'apport de l'habitat. Jérôme est arrivé en me disant, bon, t'as pas un local pour moi, etc. Et du coup, il a continué, après Lucien Kroll, il a continué à construire les autres bâtiments des entreprises que j'accueillais. Et donc, c'est lui qui les a construits. Puis après, un autre architecte est encore arrivé. Bon, ça, c'est pour la partie architecte. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour la brasserie, il y a eu des restaurants qui ont voulu s'installer. Il y a notre boulangerie, évidemment, qui a pris de l'extension. Il y a une petite boulangerie qui est venue s'installer également dans le dernier bâtiment qu'on voit là au fond à gauche, qui est maintenant une boulangerie sans gluten, sans lait, sans œufs, donc pour les gens qui sont allergiques au gluten. Et ainsi de suite. Donc en fait c'était un lieu, comme je le disais tout à l'heure, très ouvert. Je pense que je le voulais ouvert. Et je voulais que ça devienne un lieu où le consommateur, j'ai envie de dire, puisse trouver un peu ce qu'il voulait, quoi. Il pouvait éventuellement acheter du pain, il pouvait rentrer dans la Biocoop, il pouvait visiter la brasserie, hein, il pouvait venir à une conférence, il pouvait venir à des ateliers pain. On a fait par exemple des ateliers pain pour le consommateur, pour expliquer finalement ce que c'est que du blé qui pousse en bio, jusqu'à la fabrication de la farine et jusqu'à la fabrication du pain. Et les gens partaient avec une baguette.
Donc il y a des gens qui me disaient, mais si tu expliques aux gens comment on fait du pain, ils vont plus t'acheter. Mais je leur disais, mais bien au contraire, je pense que la pédagogie fait qu'à un moment donné, les gens vont avoir envie de temps en temps fabriquer leur baguette, mais surtout de manger du bon pain et de comprendre pourquoi il est bon. Voilà. Alors il y a une anecdote que tu m'avais décrite quand on s'est vu pour préparer cette rencontre. Tu m'as dit, quand j'ai repris la ferme, j'ai eu écho de ce qui se passait par rapport au voisinage qui venait à la ferme par le passé. Est-ce que tu peux raconter ça? Ça, on en a beaucoup tenu compte avec Lucien Kroll. On a fait l'historique de la ferme et on s'est aperçu qu'à une certaine époque, il y avait un magasin qui était justement à la place de la petite boulangerie sans gluten et qui vendait des endives, du beurre, du lait, etc. Donc c'était aussi une façon, pour moi, c'était important de prolonger l'histoire de cette ferme, hein, d'en faire un lieu nourricier, hein, nourricier pour les gens du coin, et de faire en sorte que les gens, surtout, comprennent pourquoi c'était important, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le lien entre alimentation et santé. Pour moi, c'était d'une extrême importance. J'ai fait un maximum d'animation pour que les gens comprennent. Par exemple, on avait des ateliers pour apprendre à faire de la cuisine bio. Parce que quand les gens rentrent dans un magasin comme ça, au début, il y a très longtemps, ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait dans les rayons. Visuellement, ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient l'habitude de voir dans les supermarchés, quoi. Hein, donc en fait, on a pris le temps. Au début, c'était dans la grande maison, là-bas. On faisait venir 25 personnes avec des spécialistes, on faisait des ateliers de cuisine. Ce qui fait que les gens, après, ils comprenaient comment ils pouvaient utiliser les produits et qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter. Avant de clôturer, Thierry, on voit bien ton engagement, ce que ça représente. Là, tu as transmis. On a vu que le bonhomme, il était sorti de ses champs et de ses pesticides, disons-le, pour arriver à la rencontre des habitants avec d'autres produits. Tu as fait vivre ça. Tu transmets, et comment effectivement cette éducation que tu as pu donner par ta passion et ton envie de faire vivre les choses avec tes consommateurs, tes clients, tes habitants qui t'entouraient, comment tu transmets ça à ceux qui ont pris ta suite? Est-ce que le bâtiment... c'est délicat parce que j'avais créé d'abord une première entreprise que j'ai vendue en 2017, le magasin, qui est quand même un magasin qui fait 660 mètres carrés, donc c'est pas facile à remplir et c'est pas facile à vendre. Donc j'ai fini par le vendre, mais les gens, quand ils t'achètent une entreprise comme celle-là, ils ont leur personnalité. Hein, donc ils ne vont pas forcément faire exactement la même chose que moi, ce que j'ai voulu faire. Je pense qu'au niveau pédagogique, par exemple, ils s'y remettent maintenant, j'en parlais tout à l'heure, mais au début, ce n'était pas leur tasse de thé. Il fallait d'abord rentabiliser l'entreprise qu'ils venaient d'acheter. D'accord ? Donc il y a des choses qui se sont un peu perdues. Par contre, dans le Fournil, pas du tout, parce que la personne que j'ai embauchée dans le Fournil il y a 15 ans, c'est cette personne-là qui a repris l'entreprise. Dans de très bonnes conditions. C'était un jeune qui sortait d'IESEG, il ne savait pas ce que c'était qu'un grain de blé. Aujourd'hui, il enseigne les filières agricoles à l'université. Pour vous dire le chemin parcouru, quoi. C'est assez exceptionnel. Et lui, effectivement, il a gardé le fond, donc il continue à gérer et à mener l'entreprise avec les valeurs de fond qui étaient au départ.